Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. 4 ans de prison ferme pour le conducteur de la Porsche qui avait tué une mère et ses 2 filles sur un trottoir à Vitry. Une peine qui aurait pu être encore plus lourde. Le procureur avait requis 8 ans. La campagne bat son plein à 3 jours du référendum sur l'avenir institutionnel de la Corse. Alain Juppé pour le camp du oui, Marie-Georges Buffet pour le camp du non avait fait le déplacement aujourd'hui. Un scrutin à haut risque pour le gouvernement. Sérieux coup de froid entre Berlin et Rome après le dérapage verbal de Silvio Berlusconi. Hier, il avait traité un député allemand de capot nazi. Gerhard Schröder vient d'indiquer que l'intéressé lui avait exprimé des regrets et qu'il considère que l'incident est clos. Fort en thème et fort en maths, les 153 lauréats du concours général ont été primés aujourd'hui. Qui sont-ils? Reportage et 3 questions à Stéphanie Gantois, premier prix de version latine, à 16 ans seulement. Bonsoir et à tout à l'heure. Sport, Sébastien Grosjean qualifié pour les demi-finales à Wimbledon. Il a battu Tim Henman, 6-3 au 4e set. Enfin, le Tour de France sous l'œil des médecins. Première visite médicale aujourd'hui, première prise de sang et fête du centenaire aussi. Hinault, Merckx, Indurain, Armstrong, les plus grands vainqueurs sont réunis ce soir et c'est sur France 2. On commence donc avec ce jugement du tribunal de Créteil rendu en fin d'après-midi. 4 ans de prison ferme pour le conducteur de la Porsche qui avait fauché 8 piétons à un abribus de Vitry. 3 personnes avaient été tuées. Stéphane Bretner, Olivier Mayer. Sur son t-shirt, plus jamais ça. Bruno Clairon attendait une peine exemplaire, mais à la sortie de l'audience, celui qui a perdu sa compagne et ses 2 enfants n'y croit pas. Le jeune homme qui les a percutés avec sa Porsche est condamné à 4 ans de prison ferme au lieu des 8 requis. Pour les 2 passagers, 1 an avec sursis. La famille est révoltée. Voilà la justice française aujourd'hui de quoi elle est. On vous tue vos gosses comme des moustiques et on les enferme, on leur donne du sursis. Bravo, c'est tout. Cachés sous leurs vêtements, les passagers de la Porsche sont arrivés en retard à l'audience. Ils n'ont pas vu leur ami baisser les yeux à l'énoncé du jugement. Pour l'avocat de Samir Chenet, sa personnalité et ses remords ont permis d'éviter une peine plus lourde. Alors, Samir Chenet a manifesté dès le début l'immense chagrin que lui causaient les conséquences dramatiques de ses actes. Et le juge d'instruction s'en est rendu compte, le tribunal s'en est rendu compte. Au procès, Bruno Clairon confiait qu'il allait pleurer toute sa vie. Aujourd'hui, il y a bien eu des larmes, mais surtout un profond sentiment d'injustice d'un homme désabusé. Ce que vous espérez que je vais vous dire, je ne vous le dirai pas, je le garderai pour moi. Vous êtes déçu par la justice? Non, je suis content, c'est la belle vie. Au plat boum. Très bien. Les dommages et intérêts pour la famille seront examinés l'année prochaine. Une famille qui n'a pas encore décidé si elle allait faire appel. Alors un jugement frustrant, on l'a vu pour les proches des victimes, mais qui confirme le durcissement global des peines infligées aux chauffards. Frédéric Crotta, Nicolas Lemarinier. C'était il y a moins d'1 an, toute une ville se recueille en silence. Une semaine plus tôt, Anthony, Fanny et Julien, 3 jeunes de Talange en Moselle, périssent dans un terrible accident. Il y a quelques jours, le verdict autodrome pour le fou du volant, 4 ans de prison ferme. En quelques années, la justice a incontestablement suivi l'évolution des mentalités. La mort sur la route n'est plus une fatalité. La vitesse trouve de plus en plus sa place sur le banc des accusés. On avait vu à la fin des années 80 les tribunaux devenir enfin sensibles à l'abus d'alcool, mais notre association a vraiment lutté pendant des décennies dans le désert pour faire valoir que la vitesse, elle aussi, était une délinquance aux conséquences effroyables et donc tout à fait inacceptable. Et les tribunaux commencent à répondre à ce type de délinquance. La sanction, sans doute la plus lourde, a été infligée à cet homme par les Assises du Nord. 15 années de prison. Il faut dire qu'après avoir percuté en pleine ville un groupe d'enfants, il a traîné sous ses roues une fillette de 10 ans sur 5 km. Il conduisait en état d'ivresse, sans permis, sans assurance. Et puis récemment, une jeune conductrice qui passait un SMS sur son téléphone portable a provoqué la mort de 2 policiers. Il y a fort à parier que le tribunal ne lui trouve des circonstances atténuantes. Accalmie en Corse sur le front des incendies. En milieu de journée, les feux étaient circonscrits, mais l'alerte est maintenue et on signale de nouveaux départs ce soir. Ce matin, les habitants des villages menacés ont découvert un paysage de cendres. Sur place, Yann Fronty, Patrice Brugère. Cette nuit encore, voilà à quoi risque de ressembler le maquis corse. Travail en diffusé, change ton jus, c'est bien. Depuis 2 jours, les hauteurs de Bastia sont dévorées par les flammes. Le feu se répand comme de la lave sur les flancs d'un volcan.
on se déplace, on est très mobile. Donc en fonction du vent, on est obligé de s'adapter au relief et à l'évolution du feu. Un peu partout dans la montagne, des foyers isolés, très dispersés, qu'il faut éteindre un à un. Dans le ciel, la ronde des Canadaires a duré toute la journée. Sur cette crête, 3 appareils ont été appelés en renfort. Dans les villages les plus touchés, la colère gronde. Vous avez des feux qui partent comme ça, vous n'allez pas me dire que ça part tout seul. Non, moi je n'y crois pas. Hein. Mais malheureusement, c'est qu'on arrête des gens, mais ces gens ne sont pas punis. C'est ça, il faut punir ces gens-là. Pour cet habitant, la saison est gâchée. Il comptait emmener les touristes en randonnée avec ses ânes, mais 2 de ses bêtes sont mortes et le paysage est dévasté. Alors aujourd'hui, il n'a pas hésité à déposer plainte à la mairie contre les incendiaires. On le sait à peu près qui c'est qui met le feu, les gendarmes le savent aussi, mais ils n'ont pas les élus, non pas, parce que ce sont des électeurs en puissance et personne ne bouge. Ce soir, le feu n'est toujours pas maîtrisé. Plusieurs foyers ont repris à cause du vent qui s'est levé sur les hauteurs de Bastia. 170 hommes supplémentaires sont arrivés d'Auvergne et de Rhône-Alpes. Ils devront épauler les équipes de sapeurs-pompiers qui ne se sont pas arrêtées de travailler depuis 2 jours. L'enquête sur le pédophile présumé arrêté en flagrant délit en Belgique. Après le soulagement, c'est l'étonnement et même la colère. L'homme travaillait en effet comme surveillant dans une école du village, alors même qu'il avait déjà été condamné pour des agressions à caractère sexuel. Mais en France, c'est bien la question de la coordination policière et des fichiers criminels qui est à nouveau posée. Sur place, Vincent Nguyen, Alexandra Renard. Je trouve qu'elle a fait vraiment preuve d'une grande maturité. Et enfin, je dis, si Marie, tu m'entends, un grand merci. Voilà, petit souci avec ce reportage de Belgique que nous allons recaler. Il s'agit, je vous le rappelle, de la réaction des habitants après l'arrestation en début de semaine d'un pédophile présumé en flagrant délit. Et à mesure que l'enquête progresse, on se rend compte donc que l'homme avait déjà été condamné pour des faits sinon similaires, du moins d'autres crimes à caractère sexuel. On s'interroge donc sur les fichiers qui permettraient aux polices belges et françaises de travailler ensemble. Sur place, Vincent Nguyen, Alexandra Renard. Y a-t-il de jeunes victimes enterrées dans ce jardin? Apparemment non. Depuis 2 jours, les enquêteurs fouillent la maison de l'auteur de l'enlèvement manqué en vain. Les habitants du village regardent la scène, effarés, traumatisés comme tous les Belges par l'affaire du trou. Ça remue tout ce qu'on a essayé d'oublier. Oui. C'est quelque chose qu'on essaye d'oublier, enfin oublier, c'est pas le mot, mais qu'on essaye de passer au-delà de ça pour nos enfants, leur montrer bon, qu'on peut faire confiance. Et tout compte fait, on ne peut plus faire confiance à personne. La confiance, même l'école communale l'avait accordée à cet homme de 61 ans à l'air inoffensif. 2 fois par semaine, il gardait les enfants à la cantine. C'est vraiment insupportable d'avoir été trompé à ce point, parce que nous n'avons jamais rien remarqué de suspect dans l'école, et c'était un beau parleur et je pense qu'il cachait très très bien son autre personnalité. Son casier judiciaire en Belgique était vide. La mairie avait même délivré à l'employé un certificat de bonnes mœurs. En France, il avait pourtant été condamné à 7 ans de prison pour viol sur mineur. Cette personne pouvait être engagée sans problème. Et nous apprenons par la presse aujourd'hui que ce casier judiciaire en France était très chargé, lui. Et alors on s'interroge quand même sur le suivi de ces dossiers. La police devrait être en possession de ces éléments. La directrice de l'école ne comprend pas non plus qu'en passant de France en Belgique, l'homme ait pu effacer son passé. La fillette qui a permis son arrestation en échappant à son ravisseur n'a pas seulement sauvé sa vie, mais celle des enfants de l'école. L'enseignante en est sûre. Et on en vient maintenant à ces nouvelles scènes de liesse à Auvers-sur-Oise, le siège des Moudjahidines du peuple. En application de la décision de justice que nous évoquions hier, Mariam Radjavi a retrouvé la liberté. Elle se dit prête à répondre de chaque centime de l'importante somme d'argent découverte par la police. Loïc Delamornay, Frédéric Bonne. Le voile rose de Mariam Radjavi peine à sortir de la foule. Armée de caméras, partisans en liesse et tapis rouge, 1 heure après sa libération, le retour à Auvers-sur-Oise de la présidente des Moudjahidines du peuple prend des allures de visite de protocole. Elle est reçue avec les honneurs d'un chef d'État aujourd'hui par nous. Et j'espère que demain elle sera reçue avec les honneurs dus à un chef d'État par le monde entier. Elle le mérite, et nous aussi on le mérite. La tribune est à l'image des ambitions de Mariam Radjavi. Sous le sceau du lion perse,
un vieux symbole supprimé du drapeau iranien par l'ayatollah Khomeini. Dans un long discours, elle réfute point par point les accusations portées contre son mouvement. On nous a accusés de préparer ici des actions terroristes. Je dis qu'on a apporté à M. Chirac des informations erronées et nous demandons la création d'une commission spéciale pour démontrer que ces informations sont fausses et rechercher leur provenance. Pour de nombreux Iraniens en exil, comme pour l'avocat de Mariam Radjavi, la vague d'arrestations ordonnée par le juge Jean-Louis Bruguière est le résultat de tractations politiques entre Paris et Téhéran. Il y a des coïncidences. Je dirais que pour une fois, l'opération policière décidée par le juge d'instruction et la justice ont coïncidé avec ce qui semblait être les intérêts politiques et économiques de la France. Depuis ce matin, sur une impression de victoire, les ex-grévistes de la faim se sont progressivement remis à manger. Mais libres, leur présidente ne doit pourtant pas quitter le sol français et rester à disposition des enquêteurs. Et commentaire du Parti Socialiste, ces libérations sont un fiasco pour le gouvernement. Réponse du garde des Sceaux Dominique Perben il y a quelques minutes. La libération de Mme Radjavi n'est pas une décision sur le fond. Fin de citation. La justice encore avec le procès des assassins présumés du préfet Erignac. À la barre aujourd'hui, 2 dirigeants nationalistes, Edmond Simeoni et surtout Jean-Guy Talamoni. La dialectique reste la même. Nous condamnons cet acte sans condamner ses auteurs, a voulu expliquer ce dernier. Dominique Verdaillan, Madi Diawara. Au milieu de la famille d'Ivan Colonna, Jean-Guy Talamoni. L'élu corse condamne l'assassinat, pas les hommes qui sont dans le box. Un box où j'ai un peu ma place, dit-il en regardant les accusés. Dans ce box, il devrait y avoir plus de monde, précise-t-il, car la responsabilité est collective. Moi, j'assume le fait d'être mis en accusation pour l'ensemble des drames, comme doivent l'accepter l'ensemble de ceux qui ont une parcelle de responsabilité en Corse et à Paris. Je pense qu'on ne peut pas être responsable politique et jouer les Ponce Pilate ici ou les donneurs de leçons. Et le message est sans ambiguïté, il s'adresse au juge. Votre verdict va avoir des conséquences politiques importantes, insiste-t-il. Les Corses attendent une décision d'apaisement. L'engagement nationaliste d'Edmond Simeoni remonte à 30 ans. Aujourd'hui, il avoue un sentiment de gâchis immense. Il y a eu depuis 9000 attentats, 130 victimes, des destructions interminables, des fausses statues, des polémiques. On va finir par croire que la Corse est importante alors qu'il y a 250 000 habitants. 3 heures de plaidoyer politique soudain balayées par une intense émotion. Le souffle est court, le phrasé est haché. La veuve du préfet Claude Erignac est à la barre. Son absence est toujours aussi forte, dit-elle. Ces derniers mots ont été à tout de suite et 5 ans après, ils résonnent toujours en moi. La Corse appelée à voter dans 3 jours sur la réforme institutionnelle proposée par le gouvernement qui souhaite une clarification des pouvoirs. Rappelons-en les grandes lignes de ce projet, fusion des 2 conseils généraux et du conseil régional dans une seule et unique collectivité territoriale. Elle regroupera donc tous les pouvoirs locaux, notamment en matière d'impôts, de transport, d'environnement ou de culture. 191 000 électeurs exactement sont appelés aux urnes. L'issue est indécise et le gouvernement joue gros. Aujourd'hui, c'est le président de l'UMP, Alain Juppé, qui avait fait le déplacement. Reportage Arnaud Boutet, Marie-Pierre Cassignard. Ah ouais, ce que je signe sur le O, sur le U, sur le I. Avant de coller, on dédicace. Ah Antoine, c'est moi qui les colle en plus. À Figari, le plan de bataille se veut bucolique. Alain Juppé fait campagne pour le oui, quelque peu troublé par le paysage. C'est vraiment le paradis. Encore que c'est une image qu'il ne faille pas trop utiliser par les temps qui courent. Le coup de peigne n'est pas pour le patron de l'UMP. Jérôme Pulverini donne plutôt des coups de canif à droite chez les siens, car il ne veut pas de cette réforme. Monsieur Juppé est trop heureux de pouvoir remettre Nicolas Sarkozy à sa place dans cette situation. Il marque un point par rapport à ce ministre trop ambitieux. À Borgo, les gros bras de l'UMP ne se cachent pas. Alain Juppé s'est exprimé sans le moindre incident. En face, la droite insulaire, à qui on demande de voter oui, comme les nationalistes, et cela pose problème. Je suis tout à fait prête à soutenir le gouvernement, à soutenir les candidats UMP, mais là, j'avoue que nous sommes jeudi et que je suis très perplexe. Vous ne savez pas ce que vous allez voter. Exactement. Lors de chaque étape, l'un des mots d'ordre est de rassurer. Cette réforme n'est pas la réforme des nationalistes, c'est la réforme du gouvernement de la République et c'est à ce titre que je la soutiens parce qu'elle donne des perspectives de stabilité à la Corse dans la République.
Chaque camp adopte la même stratégie. Il faut convaincre les indécis partout, dans les villages, dans les familles. Car à 3 jours du vote, le résultat s'annonce très serré. Oui, voter non serait refuser une main tendue, estime de son côté Jean-Pierre Raffarin dans une interview au Figaro Magazine. Rappelons que le PS et les nationalistes appellent également à voter oui. Dans le camp du non, en revanche, on retrouve le Parti communiste. Marie-Georges Buffet, également en visite sur l'île, a indiqué qu'il s'agirait d'un geste de résistance contre la politique du gouvernement et qu'il y aurait une forte résonance dans le pays tout entier. Fin de citation. La politique encore, 19 jours, soit 156 heures et 57 minutes exactement. C'est le temps qu'aura duré le débat parlementaire sur les retraites, l'un des plus longs de l'histoire française. La réforme a été adoptée aujourd'hui en première lecture et après s'être beaucoup affronté, on s'est quitté plutôt dans la bonne humeur. Écoutez François Fillon, il s'adressait au communiste Maxime Grémetz qui venait d'apprendre qu'il était grand-père. Mesdames et messieurs les députés, avant de présenter l'amendement du gouvernement, je voudrais juste réagir d'un mot, après avoir félicité M. Grémetz, et me réjouir que grâce au projet de loi que nous sommes en train de voter, sa petite fille aura une retraite. Ça m'a beaucoup touché parce qu'il y a lui, il y a le président de l'Assemblée nationale, mais plein de collègues, quels que soient les groupes, qui ont envoyé des petits mots, enfin sympas, tous félicitants. Donc je crois qu'on peut très bien, dans la France, c'est ça qu'il faut retenir, que je retiens comme leçon, on peut avoir un débat démocratique contradictoire, fortement contradictoire, mais se respectant les uns les autres. Voilà, et dans la foulée, l'Assemblée a engagé l'examen du texte sur l'immigration clandestine défendu par Nicolas Sarkozy, un projet qui durcit la législation actuelle. En voici les principales dispositions avec Christelle Bertrand. Pour entrer sur le territoire, le texte prévoit que les empreintes digitales seront mises sur un fichier informatique pour chaque étranger non communautaire qui demandera un visa de tourisme ou un titre de séjour et pour ceux qui seront contrôlés sans papier. Le délai du placement en centre de rétention augmente. Il passe de 12 à 30 jours maximum. Les conditions de séjour en France s'alourdissent. Les étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire devront désormais attendre 5 ans au lieu de 3 pour obtenir une carte de résident de 10 ans. Le texte veut aussi lutter contre les mariages blancs. Pour se marier, un couple mixte devra justifier non plus d'1 année, mais de 2 ans de vie commune. Enfin, il allège le régime de la double peine. 4 catégories d'étrangers seront protégés du bannissement. Par exemple, ceux nés ou entrés en France avant l'âge de 13 ans. Ce dernier point mis à part, le texte est contesté par l'opposition. Christophe Carèche pour le PS dénonce une compilation de mesures répressives qui fait de l'immigré un délinquant en puissance. Fin de citation. Exemple d'une mesure controversée, l'installation d'un tribunal à l'intérieur même de l'aéroport de Roissy pour juger au plus vite ceux qui rentrent en France de façon illégale. Reportage Agnès Gardet, Karine Comazzi. À quelques mètres du tarmac, la zone d'attente pour personnes en instance. 95% des étrangers débarqués en France sans passeport ni visa échouent ici, le temps que la justice tranche. Or, pour faciliter les procédures, une salle d'audience a été construite au cœur de l'aéroport, un tribunal délocalisé en zone police. Donc, au bout de ces quelques mètres, vous accédez directement à la porte qui mène à la salle d'audience. Flambant neuve, cette salle existe depuis plus d'1 an mais reste vide. Elle a coûté 450 000 € à l'État qui en vante la modernité et le confort et qui voyait là une solution à la surcharge de travail des policiers. Pour nous, ce sera beaucoup plus simple puisque ça nous coûte énormément cher en temps et en personnel et en moyens matériels pour transporter tous les jours entre 30 et 50 personnes vers le TGI de Bobigny et y rester la journée entière à attendre les délibérés concernant les maintiens en zone d'attente. Donc c'est très lourd à gérer. 60 CRS sont mobilisés chaque jour pour les transferts de clandestins au tribunal de Bobigny. 30 à 40 personnes dès 11 h le matin, 7 jours sur 7. Toute l'année, des juges spécialisés décident du sort des étrangers. 12 000 l'an dernier, un chiffre en augmentation constante depuis 3 ans. Ce jour-là, 62 Chinois comparaissent. Je voulais faire des études en France. Il a fait 7 ans,
Par qui serait-il pris en charge? C'est possible, il y a des gens qui font des études à moins de 16 ans. Bon, vous dites que ça paraît un petit peu curieux quand même de venir comme ça, débarquer en France pour faire des études à 16 ans alors qu'on ne parle pas un mot de français. Donc monsieur est maintenu en zone d'attente pour une durée de 8 jours. Des magistrats qui s'épuisent à la tâche et pourtant ils refusent d'aller juger les clandestins à Roissy pour des raisons matérielles mais aussi par principe. À partir de 40 affaires, on dédouble l'audience. On ne pourra pas la dédoubler à Roissy puisqu'il n'y a qu'une salle d'audience. C'est une image bien évidemment que je vais utiliser, mais aller juger dans une pièce sous un double rang de CRS ou de policiers n'est pas la meilleure image qu'on puisse avoir de la sérénité judiciaire. La loi Sarkozy espère faire taire la polémique. Un simple article et les magistrats ne pourront plus refuser de siéger à Roissy en zone aéroportuaire et policière. Jacques Chirac a installé la commission de réflexion sur la laïcité dont la présidence est confiée à Bernard Stasi. Les 20 sages étaient donc réunis à l'Élysée et le président de la République a fixé le cadre des travaux. On l'écoute. On ne peut pas accepter, par exemple, que l'affirmation d'appartenance ethnique ou religieuse soit érigée en acte politique. Il y aurait là une dérive contraire à toutes nos traditions et dangereuse pour notre démocratie. Nous ne pouvons pas rester passifs face à une évolution qui nous ferait glisser insensiblement de l'affirmation de soi au refus des autres, de l'ignorance réciproque à l'intolérance et de l'isolement dans un groupe au refus de la République. Voilà, la commission devra donc rendre des propositions d'ici quelques mois. Le conflit des intermittents du spectacle, la nouvelle réunion organisée aujourd'hui au ministère de la Culture entre Jean-Jacques Ayagon et les syndicats s'est achevée il y a quelques minutes, apparemment sans avancée. La CGT parle de mascarade. C'est donc toujours l'incertitude pour de très nombreux spectacles et festivals. Annulation par exemple aux estivales de Perpignan ou encore au festival de musique électronique de Nantes. Annulation également à l'Opéra Bastille à Paris hier soir. Abdel Mostefa. Opéra Bastille hier soir, ça sent l'orage. La caisse chômage est déficitaire pour les intermittents de 852 millions d'euros. Qui va les payer? Répondez-moi. C'est vous, c'est moi, c'est nous. Combien vous payez et combien l'État paye? C'est pareil. Mais non, monsieur, ça n'a rien à voir. Le spectacle est subventionné par l'État, madame. On le sait, il y a trop d'intermittents. Dialogue de sourds entre spectateurs après l'annulation des noces de Figaro décidée au dernier moment. La soirée aurait dû rapporter près de 200 000 € à l'Opéra. Le lendemain matin, chez Jean-Pierre Raffarin, un comédien chagrin, Robin Renucci, ici à gauche, profite d'une invitation à Matignon à propos de la Corse pour soutenir les intermittents. Avignon, l'ouverture du festival, c'est normalement dans 5 jours. En attendant, petit avant-goût de ville morte par 300 intermittents du off. Pression sur le Tour de France qui doit débuter samedi. Près de Lille, pendant 6 heures, des voitures d'intermittents ont bloqué la sortie de camions de diffusion prévus sur la Grande Boucle. On n'a pas les poches pleines de pognon et on ne peut pas, se mettre dans la situation que tout le monde nous prenne en otage. Aux Eurockéennes de Belfort, après moult discussions, les intermittents votent contre la grève. À partir de demain et pour 3 jours, on attend ici pas moins de 80 000 personnes. On parle beaucoup d'Avignon. Un autre très grand rendez-vous culturel de l'été a lieu sur la côte ouest à La Rochelle. Il s'agit des Francopholies. Elles réunissent plusieurs centaines de milliers de personnes chaque année. Les organisateurs marchent sur des œufs. Sur place, Christophe Hérault, Philippe Jasselin. Depuis le début de la semaine, Jean-Louis Foulquier et les intermittents en grève se croisent, s'interpellent et ébauchent le dialogue. Jean-Louis Foulquier est solidaire du mouvement, mais dans une semaine s'ouvre son festival. Le chantier a débuté, bientôt ici sera la grande scène, bientôt ici 80 000 spectateurs durant 6 jours. Et pour Foulquier, annulation est synonyme de fermeture définitive. Un festival comme les Francopholies, à 65%, 64% je crois, on s'autofinance. C'est le public, ce sont les partenaires qui permettent que ce festival existe. Si nous perdons ces recettes-là, c'est une somme que j'ose à peine prononcer, on ne pourra pas s'en remettre. Chaque jour, ils sont mobilisés pour maintenir la pression sur l'avenir des Franco. D'autres festivals à travers la France ont été annulés, une extrémité qu'ils veulent revendiquer. Pourquoi est-ce que l'on a besoin d'aller si loin pour se faire entendre? On se suicide en faisant ce que nous faisons, mais en même temps on essaye de se sauver.
nous sommes en train de couler et on essaye de faire couler le capitaine qui est tombé à l'eau avec nous en s'accrochant à ses galons. Voilà. Pendant les manifs, les travaux continuent. Pour le capitaine des Franco, les grévistes se trompent de cible. Pendant ce temps-là, je pense qu'en toute sérénité, on est en train de préparer le nouveau Star Academy et les disques se vendront bien et l'audience sera grande et on remplira les palais des sports et ils seront pas occupés. Ça me désole. Ce face-à-face devrait durer encore quelques jours, avec, dans cette corporation des artistes, la volonté qu'ailleurs, autour d'une table de négociation, le conflit se résolve. Oui, et à noter cette pétition adressée directement au Premier ministre via le journal Libération. Faites un geste, Monsieur Raffarin, demandent quelques centaines d'artistes, anonymes ou stars, parmi lesquels Catherine Deneuve, Isabelle Adjani ou Guy Bedos. Pétition qui réclame notamment la nomination d'un médiateur. L'actualité à l'étranger avec d'abord un coup de tonnerre dans le ciel européen. La petite phrase de Silvio Berlusconi assimilant un député d'Outre-Rhin à un capot nazi a scandalisé l'Allemagne. Gerhard Schröder lui-même l'a jugé inacceptable. En fin de journée, Silvio Berlusconi lui aurait fait part de ses regrets. Jérôme Bonny. Hier, au Parlement européen, les choses se gâtent quand le député allemand social-démocrate Martin Schulz rappelle que Silvio Berlusconi a de la chance de siéger dans cette assemblée parce que son immunité parlementaire n'a jamais été levée. Pour le député allemand plus qu'insistant, Silvio Berlusconi n'est pas un intouchable. Dass den Berlusconi nicht kritisiert wegen dem, was der in Italien tut. Denn das hat ja hier im Europaparlament nichts verloren. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di capot. Le propos, sans doute destiné à détendre l'atmosphère, fait bondir les députés. À côté de Berlusconi, son vice-premier ministre, Gianfranco Fini, a l'air catastrophé. Réaction ce matin du chancelier Schröder au Bundestag, le Parlement allemand. Dieser Vergleich und diese Äußerung ist in Inhalt und Form eine Entgleisung und völlig inakzeptabel. Der Ministerpräsident sich in aller Form für diesen inakzeptablen Vergleich entschuldigt. Après un échange téléphonique avec Silvio Berlusconi qui lui a exprimé ses regrets, le chancelier Schröder vient d'annoncer que l'incident était clos. Oui, mais il pourrait laisser des traces. L'Irak, les grands moyens pour retrouver Saddam Hussein. Washington offre une récompense de 25 millions de dollars pour ceux qui fourniront des informations. Les attaques anti-américaines se poursuivent. La scène saisie sur le vif que vous allez découvrir permet de mesurer la défiance de la population irakienne. Envoyé spécial, Martine Laroche-Joubert, Diane Richard. Bagdad ce matin, un soldat américain gît sur la chaussée d'un quartier animé. Ses camarades lui administrent sur place les premiers soins. Un scénario dont les séquences se répètent de plus en plus souvent ici. Le lieu, en plein centre de la capitale irakienne. La cible, les patrouilles de véhicules blindés qui sillonnent la ville jour et nuit. L'arme, des lance-roquettes comme aujourd'hui, maniées par des assaillants qui se fondent dans la foule. Les témoins, eux, brouillent les pistes. Il y avait un Irakien qui passait en voiture et 3 blindés américains. Ils ont été touchés par une grenade. La voiture de l'Irakien a été détruite. Lui, il est gravement blessé. Pourquoi? La colère des passants se déchaîne alors sur le véhicule blindé. Il est mis à sac en quelques minutes, puis brûlé. Des soldats arrivent en renfort trop tard, comme souvent lors de ces attaques qui semblent de plus en plus planifiées. Par qui? Les États-Unis viennent de promettre 25 millions de dollars de récompense pour ceux qui fourniront des pistes menant à Saddam Hussein. Mais il y a peut-être d'autres commanditaires pour ces attaques. À la veille du 4 juillet, fête nationale aux États-Unis, une date très symbolique, les Américains redoutent une recrudescence des attentats. Ils paraissent ici encore plus tendus que d'habitude. En bref, premier coup dur pour la trêve au Proche-Orient. 3 roquettes ont été tirées contre une colonie israélienne de la bande de Gaza, faisant 3 blessés. L'armée a répliqué en réinstallant 2 barrages et par ailleurs un chef local des brigades des martyrs d'Al-Aqsa a été tué ici à Kalkilia dans le nord de la Cisjordanie. Le mouvement dit ne plus se sentir lié par la trêve.
L'inquiétude des autorités algériennes après la libération des ex-dirigeants du FIS, Ali Belhadj et Abbassi Madani, on en parlait ici même. Signe de cette nervosité, les envoyés spéciaux des télévisions étrangères qui ont diffusé des images, malgré l'interdiction du pouvoir, ont été expulsés d'Algérie. Parmi ces équipes, nos envoyés spéciaux Christian Autain, Guillaume Fautra et Christophe Paris. Une rose rouge, une simple rose déposée sur 60 000 tombes américaines en France. C'est le geste de plusieurs associations d'amitié franco-américaine. Hommage aux soldats tombés pendant les Premières et Secondes Guerres mondiales, à la veille de cette fête nationale américaine du 4 juillet. Volonté surtout de réaffirmer un sentiment d'amitié profond après les récentes controverses. Image tournée tout à l'heure dans le Calvados. Le baptême du feu pour le Tigre, le premier hélicoptère de combat franco-allemand aux performances jugées exceptionnelles. En tout cas, c'est très spectaculaire. Il s'agit du premier appareil de ce type à effectuer un looping à Istres, près de Marseille. Nicolas Châteauneuf, Nathalie Gallet. C'est le seul hélicoptère de combat à pouvoir effectuer cette incroyable figure. Dans quelques semaines, l'armée française recevra les premiers exemplaires du Tigre. L'aboutissement de 15 années de développement franco-allemand pendant lesquelles tout a été testé. Simulation de crash, camouflage et même résistance aux impacts de la foudre. Aujourd'hui, c'est au tour des équipages de s'entraîner. Fabrice Bonne est pilote d'essai du Tigre. Depuis 4 ans, dans le cockpit, il occupe la place avant. Pour lui, manœuvrer l'appareil n'est pas le plus difficile. Ce qui est un peu plus long à prendre, en fait, c'est le système d'armes complet, parce qu'il est très complet, justement. Entre les contre-mesures électroniques, la cartographie, le système de suivi tactique, les armements, etc. Ça, c'est un peu plus long à acquérir. Et jongler avec l'ensemble demande un peu de maturité. Le Tigre, ce sont 6 tonnes bourrées de matériaux composites et d'électronique de pointe, capables de voler à plus de 280 km/h en rase-motte de jour comme de nuit. À l'avant, un canon de 30 mm synchronisé avec la vision de l'officier d'armes. Sous les ailerons, des roquettes et des missiles antiaériens ou anti-chars, selon les versions. Pour l'instant, la France a commandé 215 appareils, l'Allemagne 80. L'Australie et l'Espagne sont intéressés. Chaque exemplaire du Tigre coûtera entre 16 et 19 millions d'euros. À propos de transport aérien, mais en matière civile cette fois, ce vote du Parlement européen contre ce qu'on appelle le surbooking, autrement dit les surréservations, pratique de plus en plus courante des compagnies aériennes. Eh bien, les passagers qui en font les frais seront non seulement remboursés, mais aussi confortablement indemnisés. Nathalie Moisan. On était réservé sur un vol, on arrive, il n'y a plus de place. C'est très simple. Même munis d'un billet, les passagers ne sont pas toujours assurés de monter dans l'avion où ils ont réservé. Une mauvaise surprise de plus en plus fréquente avec le développement des surréservations. Le Parlement européen vient de décider que les passagers seront indemnisés en cas d'annulation de leur vol. Outre le remboursement du billet, l'usager percevra 250 € pour les vols jusqu'à 1500 km, 400 € pour les vols de plus de 1500 km à l'intérieur de l'Union, 400 € également pour tous les vols jusqu'à 3500 km et 600 € au-delà de cette distance. Les usagers du transport aérien attendaient depuis longtemps cette décision. Quand on est en cas de surbooking, de surréservation, c'est extrêmement frustrant. Donc comme il y a une angoisse, si les gens savent qu'au moins ils sont indemnisés, c'est vrai que ça rassure beaucoup. Donc c'est très important. Pour être adopté, ce règlement devra encore être entériné par le Conseil des ministres de l'Union, entrée en vigueur prévue en 2004. Air France se refuse ce soir à tout commentaire. La compagnie EasyJet se dit-elle inquiète. Le bac rebelote pour 160 lycéens de Montpellier qui ont été rappelés en catastrophe pour repasser l'épreuve de comptabilité. Motif, leur copie avait été volée puis brûlée. Le coupable a été arrêté. Il s'agit d'un jeune homme de 18 ans qui avait dérobé des colis postaux sans savoir ce qu'ils contenaient et qui avait ensuite mis le feu pour ne pas laisser de traces. Il a été condamné à 8 mois de prison ferme. Et c'est aujourd'hui également qu'était organisée la remise des prix du concours général qui distingue les meilleurs élèves dans tous les domaines. Alors nous avons voulu savoir qui étaient ces jeunes qui en 2003, à l'heure de la télé-réalité, de la consommation à tout va, se passionnent pour la version latine par exemple. C'est votre cas, Stéphanie Gantois, puisque à 16 ans seulement, vous avez été primée dans cette matière. Merci d'être avec nous. D'abord, on va découvrir quelques-uns de vos camarades de promotion. Florence Griffon. À cet égard, vous êtes sans doute les meilleurs de votre génération. Continuez à lui montrer l'exemple. C'était en 1966. L'élite de la France était très parisienne et masculine. 40 ans plus tard, dans le même amphithéâtre, le discours n'a pas changé. Vous représentez très exactement l'idéal de notre système éducatif. Les filles, elles, sont un peu plus nombreuses. Paris
est désormais en minorité. On peut réussir même si on n'est pas à Paris. Pour vous, c'était une surprise? Oui, parce que j'étais la seule de l'Indre-et-Loire à être inscrite. Autre évolution, ils ne rêvent pas forcément tous d'une classe prépa aux grandes écoles. Pour l'instant, je poursuis mes études vers un BTS. Si tout va bien, je fais un an derrière le BTS et essayer de rentrer en professeur. Moi, mon rêve, c'est de créer mon propre atelier de couture, création. Mais la joie des parents reste bien sûr la même. Qu'est-ce que vous pensez de cette récompense pour votre fille? Je suis impressionné par ce résultat, par cette réussite. Je lui démontre que peut-être en travaillant un tout petit peu, on peut peut-être gravir des échelons. Je pense que c'est une leçon de vie, tout simplement. Et l'appareil photo risque de resservir demain pour les résultats du bac. Inutile de dire que beaucoup visent la mention. Très bien, de préférence. Alors Stéphanie Gantois, vous êtes donc premier prix de version latine. Pour ceux qui ont un trou de mémoire, je rappelle qu'il s'agit de la traduction du latin vers le français. Vous avez donc 16 ans, vous êtes l'aîné d'une famille de 6 enfants, père polytechnicien quand même, et maman prof de lettres classiques. Est-ce que ce prix était une fin en soi, ou est-ce que c'est le goût de la matière, le goût du latin qui vous a fait concourir? Je pense que c'était surtout le goût de la matière en fait, parce que depuis que je suis assez jeune, en fait, j'aime beaucoup le latin. C'est ma maman qui m'a inspiré, je pense, cette passion au départ. Et oui, je pense que c'était aussi un défi pour moi, et je ne m'attendais vraiment pas à avoir un prix. Est-ce qu'à 16 ans déjà, on a envie d'être la meilleure, d'obtenir ce prix d'excellence? Ah oui. C'est une grande joie, c'est une grande récompense, puis ça couronne aussi mes efforts et mon travail. Et, oui, et est-ce que cette envie-là est partagée avec les camarades que vous côtoyez? Je précise quand même que vous êtes en fait scolarisé au lycée français de Londres. Ou est-ce que vous vous sentez un peu seul avec cette envie de travailler, cette envie de l'effort? Ah non, je ne suis pas la seule. D'ailleurs, cette année, j'étais dans une classe très motivée et je remercie d'ailleurs mes professeurs, notamment Madame Chassin, qui a contribué à donner à cette classe ce sentiment ce goût pour aller à l'excellence, ce goût du travail. Bien, eh bien elle vous a sûrement entendu, le message est passé. Alors donc vous avez, si j'ai bien compris, une maman qui est plutôt dans les lettres, oui, un papa qui est plutôt dans la science. Alors vous, qu'avez-vous envie de faire plus tard? Bien écoutez, c'est un grand dilemme pour moi, puisque j'aime beaucoup le français, j'aime beaucoup les lettres, mais en même temps je pense que je réussirai si je travaille dans la voie scientifique, et je pense que c'est la voie qui m'offrira le plus de débouchés, sachant que je n'ai pas vraiment d'opinion sur quel métier je voudrais faire plus tard. Donc je pense que c'est la voie que je prendrai. Sachant que peut-être que plus tard, je songerai à écrire peut-être des livres. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas de quoi ma vie sera faite après, mais je pense que c'est la voie scientifique qui m'aidera à trouver. Eh bien Stéphanie, on vous souhaite bonne route et on vous dit bravo pour votre éclectisme et pour ce prix, évidemment. Merci d'avoir répondu à nos questions. Les vacances contrariées par de nouveaux arrivages de boulettes de fioul sur les plages des Charentes-Maritimes, des Landes et de la Gironde, à Lacanau, David Bazier, Philippe Dumel. Du pétrole sur les pieds du petit, ça y est, les vacances à Lacanau commencent mal. On s'en va. Ah oui, je reste pas sur une plage où mon gosse a les pieds dans le mazout. La dame est en colère, pourtant ce matin, les engins de dépollution de gigantesques cribleuses sont intervenus. Mais Lacanau a subi sa plus grosse arrivée de boulettes depuis longtemps, au plus mauvais moment, pendant la balade matinale des premiers touristes de juillet. Regardez les galettes partout. Là, vous n'en avez pas beaucoup, mais allez voir là-bas, il y en a partout. Ça reste impossible à enlever. Vous gâchez vos vacances? Ah bah je vais pas terminer mon séjour, ça n'a pas le choix, hein. C'est engagé avant. 1 à 20 boulettes au mètre carré selon la préfecture. Contrairement à cet hiver, la mairie n'a pas pris d'arrêté pour interdire la plage, confiante dans sa technique de nettoyage. Rassurée, la foule était au rendez-vous sur le sable. Oui, mais là oui elle est propre, mais quand on s'approche de l'eau, il y a des petites galettes de 5-6 cm et on s'en met plein les pieds, quoi. Du coup, nombreux pieds mazoutés, certains s'en sont même mis jusqu'aux oreilles. Ça va être un peu difficile à enlever. Mais sinon, on est bien, il fait beau, il y a le Moret, il y a les filles, quand même tout va bien. Et oui, c'est tout de même les congés payés à Lacanau, mais si les vents d'ouest qui amènent le pétrole ne tournent pas, les juilletistes pourraient en avoir assez de nettoyer ces très collants souvenirs de vacances. Sport, tennis, qualification de Sébastien Grosjean pour les demi-finales à Wimbledon. Le Français a battu le local de l'étape, l'Anglais Tim Henman en 4-7.
Un match interrompu plusieurs fois par la pluie, commencé hier, terminé aujourd'hui. 6-3 au 4e set pour Sébastien Grosjean qui rencontrera Marc-Philippe Houssis en demi-finale. L'autre match opposera Roger Federer à Andy Roddick. Cyclisme, le Tour de France, départ après-demain. C'était l'heure aujourd'hui des visites médicales et des contrôles sanguins. Les 198 coureurs ont été déclarés aptes à courir. Un tour pas tout à fait comme les autres puisqu'il fête cette année ses 100 ans. Le tour qui est devenu un vrai rendez-vous populaire avec des pages héroïques et des pages plus sombres aussi. Évocation Christophe Duchiron, Alexandre Gosselet. 1515 Marignan, c'est de l'histoire de France. Montgeron 1903, ça c'est le Tour de France. Le XXe siècle avait 3 ans et le 1er juillet, c'était le jour du grand départ de la Grande Boucle. C'était aussi la grande inconnue. Car qui pouvait savoir qu'avec le Tour, on en prenait pour 100 ans. Un siècle de drames, de frissons et d'exploits, ou comment les forces de la route ont bâti la légende des cycles. Bartali crève et Bobet reste seul, poursuivi par un premier peloton. Mais Bartali se lance dans une chasse extraordinaire, remonte tout le monde et réussit encore l'exploit de gagner l'étape. Coursiers splendides, équipiers anonymes, foule des bords de route, caravanes publicitaires, bienvenue au grand spectacle gratuit. En ce temps-là, c'était une France de juillet qui n'existait qu'en noir et blanc. Une voix s'échappait du transistor et bientôt du poste de télé pour chanter l'épopée du Tour. Juillet 64, Anquetil et Poulidor, épaule contre épaule, duel au sommet du Puy-de-Dôme. Lemon et Hinault, main dans la main, l'Alpe d'Huez en 1986, mise en scène pour faire oublier la mésentente cordiale. En 1971, Louis Ocaña avait réussi à faire plier le Grand Merckx, et sans une chute douloureuse qu'il contraint à l'abandon. Il aurait sans doute gagné le Tour. Juillet 67, le Mont Ventoux. Il lui restait 1 kilomètre d'ascension, mais l'Écossais Tom Simpson n'en peut plus, abruti par la chaleur et les produits dopants. Il s'écroule. Tom Simpson, mort en course. Juillet 95, le corps sur le bitume de l'Italien Fabio Casartelli. Sans casque, chute fatale dans une descente de col. Casartelli, mort en course. Quelques jours plus tard, son leader Lance Armstrong gagne l'étape à Limoges et rend hommage aux coureurs disparus. 1989, le Tour se joue le dernier jour, pour 8 petites secondes. 3, 2, 1, top! Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Greg LeMond l'emporte. Ils font partie du petit club des grands coureurs, les quintuples vainqueurs. Eddy Merckx dit le cannibale, 34 victoires d'étape. Bernard Hinault dit le blaireau, le dernier vainqueur français en 1985. Miguel Indurain, l'homme tranquille, 5 succès consécutifs. Et Jacques Anquetil, merveilleuse machine à rouler, le premier à signer 5 victoires dans la Grande Boucle. Qui sait si au terme du Tour 2003, l'Américain Lance Armstrong ne viendra pas ajouter son nom au club des 5? Qui sait? Depuis 1903, les coureurs passent, le Tour reste le Tour. Le centenaire vous salue bien. Avec un engouement qui va bien au-delà des amateurs de cyclisme. Un rendez-vous ce soir autour de Michel Drucker à 20h55. Michel Drucker qui reçoit les plus grands vainqueurs, Hinault, Merckx, Indurain ou encore Armstrong en direct de l'Hôtel de Ville. Donc dans quelques minutes, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Nathalie Riouet. Point route, Valérie Maurice. Et on se quitte sur ces images superbes de l'un de ces grands voiliers qui participe à l'Armada, le rendez-vous annuel des vieux gréements. Une goélette à 3 mâts de 47 mètres qui est arrivée aujourd'hui à Rouen après avoir remonté la Seine. Une goélette qui s'appelle le Marité. Marité qui nous aide à préparer ce journal et à qui vont toutes nos pensées. À lundi.